La RDC est comptée parmi les pays les plus riches en ressources naturelles, en minerais plus en particulier, et d'ailleurs l'exploitation de ces ressources naturelles et de ces minerais est aujourd'hui exponentielle, mais seulement le développement des populations civiles ne suit pas. À qui sert cette exploitation des minerais en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut parler d'une exploitation illégale des minerais en République démocratique du Congo? Voilà les questions, en gros, les questions autour desquelles nous allons tourner tout autour de cette émission Entretien, émission à laquelle d'ailleurs nous vous souhaitons, à vous tous fidèles téléspectateurs, la cordiale bienvenue. Bienvenue aussi à notre invité, Monsieur Serge Moulumba Kalombaye. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. De toute façon, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons présenter notre invité. Il s'appelle Serge Moulumba Kalombaye, comme je le disais. Il est président de CDMC Mining Coopérative. Il n'est pas à présenter pour ceux qui sont accros aux médias, si ça ne vous dérange pas. Monsieur Serge Moulumba est ancien directeur général de RTGA, une chaîne des câbles émettant à partir de Kinshasa. Il est ancien présentateur du journal En Vedette à RTGA. Nous allons entrer directement dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de l'exploitation minière et des ressources naturelles en général en République démocratique du Congo aujourd'hui. Avant que vous ne puissiez, Monsieur Serge, nous faire une vue panoramique, je voudrais dire un bref aperçu ou un état des lieux de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Nous allons d'abord chercher à en savoir davantage à travers cet élément que nous allons vous proposer, fidèles téléspectateurs, de suivre, et nous allons le suivre en même temps que vous. Moins 180 km de la ville de Kalemi, dans le district de Tanganyika, et regorge d'énormes ressources minérales du Tantal. C'est une mine très mouvementée où l'on peut voir quotidiennement des centaines de creuseurs artisanaux à l'ouvrage. En vue d'une plus grande rentabilité dans l'exploitation du Tantal, des engins miniers s'activent dans la mine pour faciliter aux creuseurs la découverture et avoir accès à la plus grande partie minéralisée de la mine. C'est ainsi que cette mine est très vite passée de l'artisanat à la semi-mécanisation. Aujourd'hui, la mine de Maïbaridi fonctionne au rythme de bulldozers et des chargeuses à la grande satisfaction des creuseurs qui voient désormais leur travail devenir de moins en moins ardu. L'État congolais encourage constamment depuis quelques années tous les opérateurs miniers du pays à prendre des initiatives diverses qui s'appliquent à assurer la traçabilité des minerais depuis la carrière jusqu'aux consommateurs finaux, vu que le secteur minier dans le 3T de la RDC est un domaine délicat car réglementé par des législations aussi bien nationales qu'internationales. C'est ainsi que la CDMC et son partenaire MMR, qui opèrent dans cette mine, ont souscrit depuis avril 2011 au guide de l'OCDE sur la due diligence dans le commerce légal des minerais, devenant ainsi membre du projet ITSI de l'ITRI. Ce projet vise à assurer la traçabilité des minerais et à en évaluer les risques en conformité avec les directives de l'OCDE. La CDMC a toujours veillé à ce que les minerais qu'elle achète ne proviennent que des mines et des carrières reconnues par le système de traçabilité. Des mesures appropriées ont été prises à cet effet pour canaliser le contrôle du commerce des minerais. La province du Katanga a eu le privilège d'être la première à lancer le système de l'étiquetage, qui est une étape majeure dans la certification de la chaîne de production de ces minerais. Le gouvernement provincial s'est investi pour assurer la traçabilité de flux de matière de carrière en partant de points d'achat. Bien voilà, nous venons donc là de suivre ce reportage qui nous permet un tout petit peu d'avoir un bref aperçu sur les mines en République démocratique du Congo et surtout les carrières où l'on exploite les minerais. Monsieur Serge, qu'est-ce que ça vous fait est-ce que vous pourrez, de regarder les gens travailler dans de telles conditions, est-ce que vous pourrez nous faire, comme je dirais, je le disais avant, un état des lieux de l'exploitation minière en République démocratique du Congo? Oui, merci Serge. Je pense que pour faire un état des lieux, nous allons faire un focus sur l'artisanat minier. Parce que pour ce qui est de l'exploitation industrielle, il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est plutôt au niveau de l'artisanat minier.
Comme vous le savez, pour toute la RDC, l'artisanat minier occupe à peu près 2 500 000 personnes qui travaillent dans les mines artisanales. Et puis, si vous prenez une moyenne de 10 personnes qui dépendent d'un seul creuseur, eh bien, vous avez un chiffre très grand, à peu près de 20 millions de personnes qui dépendent directement donc, de l'exploitation artisanale. Vous avez raison de dire que cette exploitation artisanale, à travers les années, a été une exploitation tout à fait illégale, mais depuis quelque temps, avec le concours des autorités, tant au niveau national que local, il y a eu un mouvement pour pouvoir tracer les minerais de la RDC, et plus particulièrement les minerais du Katanga. Cela pourquoi? Parce que il a été remarqué que les minerais du Katanga proprement dit, dans le nord du Katanga, étaient en train de partir de manière frauduleuse au niveau de l'est du pays, et puis après s'aller dans les pays voisins sans contrôle. Eh bien, il y a eu une dynamique sur place qui a été engagée par les autorités locales et qui a fait qu'au finish, aujourd'hui, on peut dire que les minerais qui sortent du Katanga, du point de vue exploitation artisanale, spécialement dans le nord, on exploite les 3T, ça veut dire le tin, le tantal, le tungstène, ces minerais sont contrôlés et l'exploitation illégale a complètement diminué. Alors, à cela, avant, quand les minerais étaient exploités de manière illégale, il était impossible de les tracer. Et une fois qu'il est impossible de tracer les minerais, il est aussi impossible de contrôler le flux des matières et de contrôler aussi les fonds qui entrent dans les mines. Alors, je voudrais que nous puissions, avant d'avancer, nous rabattre au niveau de tout le monde, parce que là, c'est pratiquement le commun de mortels qui nous écoute. Quand vous parlez de tracer, vous reparlez de tracer. Je voudrais que vous puissiez éclaircir un tout petit peu. Qu'est-ce que vous entendez par tracer les minerais? En fait, la traçabilité des flux des matières, comme on dit, c'est que quand le minerai est extrait du puits, et jusqu'à l'exportation, il faudrait que tout le chemin que prend le minerai puisse être suivi. Déjà, ici, au niveau du Katanga, ça a été très bien organisé avec le ministère provincial des Mines, où quand un minerai est extrait par les creuseurs dans les puits, eh bien, ce minerai est collecté. Une fois que ce minerai est collecté, eh bien, il y a des documents au niveau de la mine qu'on est en train de remettre aux exploitants miniers. Ces documents vont accompagner ce minerai jusqu'au point de vente. Mais maintenant, vous le savez très bien, Serge, qu'est-ce qu'il y a eu avec la loi Dodd-Frank? On a eu un embargo de fait. Depuis avril 2011, les minerais du Congo étaient considérés comme minerais du sang. C'est-à-dire des minerais qui contribuaient à renflouer les poches des bandes armées. Et la conséquence de ces qualifications? La conséquence, ça a été que les acheteurs finaux ont arrêté automatiquement d'acheter les minerais de la RDC. Et avec comme conséquence, les creuseurs ne pouvaient pas avoir de l'argent, comme ils vivent au quotidien. Et donc, la vie dans les mines s'est dégradée dans les villages environnants. Donc, c'était vraiment catastrophique. Alors, les autorités locales et au point de vue national se sont mobilisées ensemble pour que on puisse expliquer aux acheteurs finaux, qui sont des grandes multinationales, pour qu'elles comprennent que on ne peut pas considérer tous les minerais de la RDC comme étant des minerais du sang, parce que les minerais du Katanga, en l'occurrence, sont des minerais tout à fait propres. Et je crois que vous l'avez suivi dans le reportage qui est passé. Le gouverneur lui-même avait lancé, donc, le 26 mars 2011, donc, ce processus donc, de traçabilité, qui veut dire que quand un minerai quitte le puits, on doit identifier ce minerai, on doit identifier qui a extrait ce minerai est passé entre les mains de qui, jusqu'au niveau de l'exportation et même jusqu'au niveau des acheteurs finaux. Les acheteurs finaux, ça veut dire ceux-là qui fabriquent les éléments électroniques, les ordinateurs, les téléphones et consorts. Alors c'est toute cette exigence de la loi Dodd-Frank qui demandait aux entreprises, particulièrement américaines, de prouver l'origine de leurs minerais. Parce que d'aucuns pensaient que tous les minerais, comme ils sont produits, eh bien, les fonds servaient à alimenter les bandes armées. Mais le Katanga a fait exception et a montré par ce flux de traçabilité, ça veut dire le minerai quitte la mine, il est étiqueté. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que cette émission ne permettra pas d'expliquer tout en profondeur un peu tout ce flux d'étiquetage. Exactement. Et voilà, ça c'est en quelque sorte ce qui a déjà été fait pour lutter contre l'exploitation illégale des minerais en République démocratique du Congo. Et on peut dire que le pari a été gagné. Oui, le pari a été gagné, notamment pour la province du Katanga. Et la province du Katanga a été considérée aujourd'hui comme province modèle en ce qui concerne la traçabilité des flux des matières. Parce qu'une fois que la matière est tracée, eh bien, le creuseur va retrouver son compte. Le creuseur qui collecte les minerais à travers les coopératives, les entreprises minières qui doivent exporter, eh bien, il y a un contrôle. L'État peut retrouver là-dedans
ces versements en termes de redevances, en termes de taxes, en termes d'impôts, et le creuseur lui-même va pouvoir bénéficier dans les mines où il s'est exploité de quelques actions sociales, telles qu'on a vu. Il y a des routes qui sont arrangées, il y a des hôpitaux qui sont faits, il y a des médicaments qui sont donnés aux creuseurs, il y a des écoles qui sont créées, il y a des marchés qui sont construits. Tout ça, ça a été le bénéfice donc de la traçabilité qui a été de fait ici au niveau du Katanga. Et le bénéfice n'a pas seulement été au niveau du Katanga, eh bien même les provinces, d'autres provinces minières en ont bénéficié. Parce qu'ayant vu le modèle du Katanga, eh bien on a pu convaincre ces acteurs finaux pour dire que non, il n'y a pas que le Katanga. Si le Katanga est aujourd'hui une zone où les minéraux ont accès au marché international, mais il faut voir aussi le Maniema. Parce que si au Maniema, par exemple, les minéraux ne sont pas étiquetés, ne sont pas achetés, eh bien, le Katanga va être dans l'instabilité. Eh bien, il y a eu le Maniema qui a été aussi, qui participe maintenant au marché international. Et on ne s'est pas arrêté là-bas, et c'était au tour maintenant de Sud Kivu qui a commencé sur le même processus de traçabilité. Il ne reste plus que le Nord Kivu. C'est pratiquement la généralisation du mouvement sur toute l'étendue de la RDC, Exactement. du moins dans les zones essentiellement minières. Est-ce que vous pensez vraiment que l'exploitation minière artisanale peut contribuer à l'essor ou, comment je dirais, à l'émergence d'une classe moyenne en RDC? J'y crois fermement si cet artisanat minier est encadré, si cet artisanat minier est formalisé. Parce qu'un artisanat minier qui n'est pas formalisé, eh bien, ne pourra pas conduire à la création d'une classe moyenne. Par la formalisation de l'artisanat? La formalisation de l'artisanat minier, c'est un processus qui a déjà commencé ici au Katanga. Et vous vous souviendrez qu'au niveau de la conférence sur les mines qui a été organisée en janvier dernier, nous sommes intervenus dans ce sens au nom de la Fédération des coopératives minières du Katanga, donc la FECOMICAT, dont je suis troisième vice-président. Je suis intervenu pour démontrer que la formalisation, c'est en fait une bonne organisation des coopératives qui doivent être tout d'abord bien structurées, parce que la plupart des coopératives n'ont existé que de nom. Mais vous ne trouvez pas que c'est une organisation pour vous enrichir, vous, responsables sur le dos des pauvres creuseurs que nous venons d'ailleurs de voir dans les images ici? Et puis c'est à peine qu'on sait les voir quand même bien vêtus et avec, comment je dirais, une tenue de protection. Serge, vous avez remarqué dans la vidéo qui est passée, vous avez vu pour une première fois, peut-être vous qui êtes ici à Lubumbashi, des creuseurs qui sont habillés, qui ont des équipements de sécurité, qui ont des bottes, qui ont des salopettes, et il y a des engins qui sont en train de faire la découverture pour eux. Et je crois que ça, c'est une innovation, c'est une grande première ici au niveau de la province du Katanga. Et je pense que c'est ça même le début de la formalisation. D'abord que les coopératives s'organisent, que ce soit des structures réellement fonctionnelles. Et puis après, que ces coopératives puissent se doter des moyens pour respecter les conditions de sécurité dans les mines. Et une fois que c'est fait, eh bien, on pourra avancer, aller plus loin pour aller vers la semi-mécanisation. Parce que l'artisanat minier en elle-même, c'est une tâche très ardue pour ces jeunes gens que vous avez vus. Moi, je les ai rencontrés, j'ai parcouru tout le Katanga. Eh bien, ça a été une révolte en moi-même. Je me suis dit que non, il faut changer cette chose. Et c'est comme ça, vous avez vu ce que nous avons fait. C'est une goutte d'eau dans un océan de problèmes, mais je crois que c'est un départ. Mais pour pouvoir formaliser donc l'artisanat minier, eh bien, c'est ces coopératives qui sont en train de se constituer en coopératives réellement fonctionnelles, qui se mettent ensemble encore en forme de fédération, ce qui est une bonne chose pour l'État qui va avoir un interlocuteur valable sur terrain. Eh bien, c'est un début pour la formalisation. Parce que pour que les coopératives travaillent dans les bonnes conditions et assurent une classe moyenne réellement issue des mines, il faudrait que ces coopératives soient dotées des titres miniers. Et déjà, il y a eu un processus dans ce sens-là, au niveau du ministère national des Mines, avec la collaboration du gouvernorat de province. Il y a eu des zones d'exploitation artisanale qui ont été distribuées à toutes les coopératives, que ce soit dans le cuivre, le cobalt ou dans les 3T. C'est déjà un départ, mais cela ne suffit pas. Pour que les coopératives puissent avoir accès au financement, tant des banques tout à fait congolaises ou des banques extérieures, eh bien, il faudrait que ces zones d'exploitation artisanale soient transformées en permis d'exploitation de la petite mine. Alors, quand vous avez un permis d'exploitation de la petite mine, eh bien, vous pouvez faire des efforts pour avoir accès au financement à travers les banques tant congolaises que internationales. Et là, ça pourra maintenant faire en sorte que ces coopératives peuvent se muer progressivement
en petites sociétés réellement congolaises et qui vont apporter encore en plus à la plus-value pour le peuple congolais. Encore là, il reste beaucoup quant aux normes de travail dans des carrières et dans des mines, parce qu'on sait qu'il y a des limites fixées par la loi congolaise pour les artisanaux, afin de creuser en toute sécurité, faire des galeries souterraines et tout ça. Alors, je voudrais que vous puissiez nous parler de ce qu'il reste à faire pour lutter effectivement contre l'exploitation illégale. Certes, il y a eu la traçabilité qui a fait ses preuves, vous venez d'en parler, on ne voudra pas revenir là-dessus, mais est-ce que vous pensez qu'il reste encore des actions à poser, des actes à accomplir pour davantage renforcer cette lutte contre l'exploitation illégale des minerais? Évidemment, je reviens au mot phare, ça veut dire qu'il faut formaliser l'artisanat minier, il faut donner des moyens aux coopératives minières en transformant leurs permis, leurs zones d'exploitation artisanale en permis d'exploitation de la petite mine, et c'est ça le départ à tout. C'est ce qui reste à faire. Nous croyons que si le gouvernement, si au niveau du ministère de Mines, et si tout le monde pouvait s'impliquer à comprendre cela, eh bien ce sera le départ pour, résorber le problème du chômage. Comme j'ai dit, j'ai donné un nombre bien précis, plus de 2 500 000 creuseurs sur toute l'étendue de la RDC. C'est beaucoup. Leurs familles comprises. Quand vous prenez les familles, vous avez 25 millions de personnes, je pense bien si je calcule bien, ou 20 millions à 25 millions de personnes qui dépendent directement de cette exploitation artisanale. Mais on ne peut pas accepter que ça soit fait dans le désordre. Donc la première des choses, les coopératives doivent se structurer, et elles sont en train de le faire. C'est l'exemple de FECOMICAT. Il y a 23 coopératives qui se sont mises ensemble pour relever ce défi-là, qui s'organisent, qui mettent leurs efforts ensemble pour aller de l'avant. Deuxièmement, il reste maintenant à faire que l'État congolais, à travers le ministère de Mines, puisse maintenant doter des permis convenables à ces coopératives, à ces fédérations qui travaillent réellement sur terrain. Et là, il y aura maintenant l'organisation et l'assistance des creuseurs et des astronomes miniers à travers le bras technique du ministère de Mines, qui est le CESCAM, le service d'encadrement et d'assistance et d'encadrement du small scale mining. Et là, ce sera un début. C'est ça qui reste à faire, Serge. Et si on le fait au niveau interne, eh bien, ça va aller de l'avant. Il reste encore une grande chose à faire sur le plan aussi de la région des Grands Lacs, justement pour éviter la fraude. Dans la tête, j'étais en train de voir le processus de certification des minerais congolais. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, vous avez pris part à la conférence le mois dernier sur la certification des minerais congolais. Qu'en est-il? Est-ce que vous pourrez nous en faire une restitution? Alors ce processus date de longtemps, depuis les accords de Lusaka, où les chefs d'État de la région des Grands Lacs se sont mis ensemble pour des accords, dont spécifiquement aussi sur l'exploitation illégale des minerais dans le Grand Lac. Vous savez, Serge, vous avez constaté que les minerais de la RDC étaient bradés. Les bandes armées entraient par l'Est, entraient dans le Nord Katanga, et c'était une jungle. Tout le monde venait et prenait les minerais et partait dans tous les sens. Mais au Katanga, les autorités locales se sont levées, on a stoppé cela. Et il reste encore, au niveau du Maniema, on a stoppé. Au niveau du Sud Kivu, c'est un processus. Au niveau du Nord Kivu, on espère que ça va aller. Mais il était question, à travers la CIRGL, de voir et d'arrêter des voies et moyens pour que la fraude frontalière puisse s'arrêter. C'est comme ça que les chefs d'État ont signé à Lusaka cet accord, pour que, en dépit de tous les accords politiques et économiques, il y avait l'accord sur le plan de vue du contrôle des minerais qui viennent spécifiquement de la RDC. Et ce que vous avez vu, par exemple, à Kinshasa, pour éviter que les minerais de la RDC partent au Rwanda, ou que les minerais de la RDC partent en Ouganda, ou au Burundi, ou en Tanzanie, ou en Zambie, et vice-versa, eh bien, les chefs d'État se sont mis ensemble, et à travers des structures internationales, on a fait ce qu'on appelle la certification. Ça veut dire qu'au niveau des minerais de la RDC, chaque minerai qui est issu, par exemple, de la mine de Manono, ou c'est pas de la mine de Kisengo, ces minerais auront une empreinte. Cette empreinte, ça signifie on va analyser les minerais de la RDC, de façon que si les minerais de la RDC arrivent au Rwanda, exactement, si le Rwanda va vendre ces minerais tout de suite auprès des acheteurs finaux, on va remarquer que non. Après analyse, on va dire que non, ce minerai, ce n'est pas de chez vous, parce que l'empreinte qu'il porte... Est-ce qu'il est interdit au Rwanda de racheter des minerais de la RDC? Non, il n'est pas interdit. C'est dans ce sens-là qu'on est en train de mettre ce système de certification pour que les minerais du Congo, en passant la frontière, doivent être reconnus que ce sont des minerais du Congo qui sont passés pour le Rwanda.
Ah oui. Exactement, oui. Parce que, on ne doit pas les faire traverser comme minerais. On connaît du Rwanda oui. qu'il est grand producteur exactement. de café et tout bien ça, sûr. mais depuis un certain temps, c'est devenu un grand vendeur des minerais et pourtant, c'est pas un pays... Ils ont quelques minerais sans doute, justement. mais il ne faudrait pas, nous ce que nous ne voulons pas, il ne faudrait pas que les minerais de la RDC, en traversant la frontière, soient comptabilisés comme minerais du Rwanda. Non. Si les minerais de la RDC traversent pour les Rwanda, ça doit être légal, avec tous les documents convenables, et quand ça arrive et exporté, ça doit porter l'empreinte de la RDC pour que la plus-value nous revienne. Ça, c'est une évidence. C'est ça qu'on ne veut pas. Alors, pour normaliser au niveau de la région des Grands Lacs, c'est comme ça que la CIRGL a doté, et le Congo a été le premier pays à pouvoir lancer son premier certificat CIRGL pour le contrôle des minerais. Ça signifie que ce processus doit s'étendre aussi à d'autres nations. Et c'est comme ça que le vice-premier ministre, quand il a pris parole en lieu et place du Premier ministre qui était empêché, il a exhorté que, comme le Congo a montré que, ces minerais sont traçables, et que nous sommes tout à fait organisés pour aller de l'avant, et que nous n'allons pas accepter que nos minerais soient dilapidés comme ça au détriment du développement de la nation, eh bien nous demandons cet effort aussi des autres nations. Alors pour que nous puissions contrôler ensemble, mettons en place ce système de certification où les mines dans lesquelles on travaille doivent être certifiées, les personnes qui travaillent dans les mines doivent être reconnues, et les minerais qui sortent de ces mines doivent être connus. Même quand ils voyagent, il va de gauche à droite, on saura que ce minerai vient de tel endroit, et la plus-value va nous revenir. Et c'est comme ça que ce certificat a été lancé avec joie, et nous sommes les premiers, nous sommes fiers de le faire. C'est le Congo qui a été le premier à lancer son certificat régional de la CIRGL. En tout cas, votre sourire me contamine, même si dans le fond, je ne sais pas pourquoi je ris, mais je voudrais savoir, est-ce qu'on peut dire cette fois-ci, c'est la bonne, en tout cas avec la certification, c'est fini l'exploitation et l'exportation illégale des minerais congolais? Oui, mais la fraude sera toujours là, mais en grande partie, c'est une voie obligée. Le Katanga l'a démontré, comme je l'ai dit en début d'émission. Le Katanga l'a démontré, avec l'implication et des artisans miniers, des coopératives, des sociétés minières, et surtout aussi des autorités locales et nationales. On a démontré qu'on pouvait contrôler. Et les bénéfices sont visibles. Et le développement, en tant que timide, mais il a commencé. Et si ce modèle est étendu à une plus grande échelle, eh bien notre sourire ne sera que large. Mais on va diminuer sensiblement donc la fraude aux frontières si nous appliquons fermement le système de traçabilité ITSCI et si nous, tous, avec les pays voisins, nous acceptons de marcher avec le certificat régional de la CIRGL. Voilà, nous voici arrivés pratiquement dans les dernières minutes de notre émission. C'est pas un jeu, mais ça y ressemble. Vous allez répondre dans une phrase à chacune des questions que nous allons vous poser, dans une phrase. Pourvu que j'y parvienne. Vous allez y parvenir certainement. La première question, votre réaction par rapport à ce qui est devenu pratiquement une maxime, la RDC, un scandale géologique. RDC, scandale géologique, mais surtout terre de potentialité. Et si nous mettons nos efforts ensemble, ce ne sera plus simplement un scandale géologique, ce sera aussi un scandale de développement. Quelle est la place de l'agriculture dans un pays essentiellement minier comme la RDC, selon un acteur dans le secteur minier que vous êtes? Non, on ne peut pas parler de mines sans l'après-mine. Et donc nous, quand même, nous travaillons dans les mines, eh bien, il nous est exigé par la loi congolaise de nous activer aux actions telles que l'agriculture, telles que la maçonnerie, telles que la pêche et l'agriculture. Pourquoi? Parce que les mines s'épuisent. Les mines s'épuisent. Et après, qu'est-ce qu'il adviendra? Voilà pourquoi on ne peut qu'allier mines et agriculture et autres développements. Comment vous appréciez l'action des litiers en RDC? L'action des litiers, c'est très bien, mais je crois qu'on a raté le coach, mais on ne le ratera pas très prochainement et nous allons être qualifiés pour litier très bientôt. Et nous avons confiance. Voilà, je craignais que ce soit la plus longue phrase du monde. Vous êtes parvenu quand même, vous avez répondu à chacune des 3 questions dans une seule phrase. Nous voici arrivés pratiquement à la fin de notre émission Entretien. Nous vous remercions sincèrement de votre promptitude à répondre à nos questions et de votre aptitude à y répondre de manière assez brillante, il faut le dire. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de l'attention nous accorder. C'est pratiquement la fin de ce numéro de Entretien sur votre télévision. Le prochain rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez en notre compagnie. Au revoir.